Deuxième table ronde, évidemment, on continue avec les projets soutenus par la Fondation de France sur l'écohabitat, révélateurs de compétences, sur lesquels, puisque c'est le thème, il y a des savoir-faire. On a annoncé il y a quelques années avec les Grenelles de l'environnement que la réhabilitation des logements, la création de nouveaux logements, réhabilitation des logements sociaux allait créer quelques centaines de milliers d'emplois. On attend un tout petit peu, ils ne sont pas encore tous là, comme vous l'avez remarqué. Il y a des savoir-faire, effectivement, qui sont réhabilités. Et puis, il y a des compétences qui peuvent être partagées. Alors, aujourd'hui, on va, dans la deuxième table ronde, parler à la fois de passerelles, de liens et aussi de rupture. Pour les liens, Julien Pont-d'Aven, qui dirige le réseau Cohérence. Le siège est à Lorient, né en 97, pas Julien, mais le réseau, qui propose des outils qui vont favoriser une démocratie participative. Il y a entre autres des relations, des implications entre les acteurs de la société et les élus des territoires. Julien Claes a participé à la coordination pour la gestion du patrimoine bâti au mouvement Terre de Liens, l'un des projets dont nous allons parler, le rôle de Terre de Liens. Et puis Vincent Jeannot, il est membre de Relier. Alors ça tombe bien parce que Vincent, pour la Fondation de France aussi, Relier, c'est l'association née en 1984. Qui a animé toute l'expérimentation. C'est un réseau d'expérimentation et de liaison des initiatives en espace rural, pour être absolument complet sur l'appellation ou la définition. Et Thierry Ménissier, qui est philosophe. Alors quand on est philosophe, on est prof, mais on écrit aussi, et puis on pense, on agit, on interagit, on s'intéresse à l'interaction. Thierry enseigne à l'université de Grenoble-Alpes, on l'appelle comme cela. Spécialité la philosophie politique et beaucoup d'intérêt pour le rôle justement de la citoyenneté et d'une démocratie dans une république telle que la nôtre, avec des questions qui jalonnent ces derniers écrits et qui correspondent aussi à la réalité des questions de bon nombre de personnes aujourd'hui. C'est la fin d'une 5e République et faut-il modifier la Constitution et envisager une autre République sous d'autres dessins. Oui, c'est un large débat, je le sais. On va peut-être pas y arriver aujourd'hui. Julien, le programme pour le réseau Cohérence, c'était d'accompagner, là aussi, dans le cadre de la réhabilitation, des habitants de la Châtaigneraie à la Nester. 11 immeubles, 123 logements, donc un très gros chantier. Oui, exactement. Donc, peut-être préciser un peu qui on est, parce que vous aurez comme ça une compréhension de ce qu'on a fait, d'où on est parti, puis pourquoi est-ce qu'on est atterri sur ce projet-là. En fait, Cohérence, c'est un réseau d'associations et d'individus. C'est un réseau mixte, puisqu'on est à la fois des consommateurs, des défenseurs de l'environnement, des paysans, des acteurs des énergies renouvelables. Et l'objet du réseau, c'est aboutir à un développement durable et solidaire à travers une transition citoyenne. Donc, des fois, on intervient autant sur les questions agricoles, d'eau notamment, puisqu'en région Bretagne, c'est un souci, mais aussi sur des questions de déplacement, un gros souci. On intervient sur différents sujets. On se donne le droit d'intervenir, le droit de contester, que ce soit localement ou au niveau régional. On a un réseau citoyen, on participe à la vie de la cité pour débattre de l'intérêt général. Mais si on se donne le droit de contester, on se donne aussi le devoir de proposer. Et en fait, quand la Fondation de France a lancé son appel à projet, on s'est dit, pourquoi pas nous ? Alors que spontanément, ce n'était pas forcément un secteur sur lequel on intervenait. Et donc, on est allé chercher la ville de la Nester, donc qui est une commune proche de la ville de Lorient. Et puis, on leur a demandé, est-ce que vous auriez un bailleur social avec lequel on pourrait travailler pour répondre à cet appel à projet ? Et donc, on est parti initialement à 3, donc Cohérence, sachant qu'on n'avait aucune légitimité tout à fait à intervenir dans le domaine de l'habitat parce qu'on n'était ni représentant des locataires, ni forcément installé sur la commune. Mais donc, on est parti avec la ville, le bailleur, donc la société Espacil Habitat. Et puis, on a soumis un projet de réhabilitation donc, de 11 bâtiments qui datent des années 70 et qui accueillent 123 logements pour à peu près 250 habitants, 300 presque,
avec une population dans un quartier assez populaire, une population assez âgée, désynchronisée par rapport à la vie qu'on peut connaître tous, c'est-à-dire je travaille demain, je le sais pas, ou je travaille le soir ou la nuit, des familles monoparentales, des personnes âgées, des fois malades. Et donc on est parti sur ce projet-là en disant la Fondation de France nous invite à réfléchir, à aller loin, à réfléchir sur la précarité énergétique, l'accompagnement des habitants, et puis la coopération entre tous ces acteurs-là, et puis aussi l'usage des écomatériaux. Et initialement, le projet, c'était porté par le bailleur, c'était quand même 2,4 millions d'euros pour les 123 logements, et puis il avait programmé un changement des huisseries, un peu de réhabilitation, la rénovation intérieure, la décoration. Et on est parti de là pour finalement aboutir au bout de 3 ans avec un projet qui a coûté 3,2 millions, avec une isolation thermique par l'extérieur, malheureusement avec des matériaux assez classiques. Donc on pourra revenir sur pourquoi on n'a pas réussi à utiliser. J'ai remarqué quand même que quasiment dans tous les chantiers, quelle que soit leur taille, entre le montant imaginé au départ, à la jeunesse du projet, et le montant affiché à la fin du chantier, il y a toujours l'énorme différentiel. Je ne veux pas parler de la maison de Radio France, mais... Oui, tout à fait. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'entre le départ du projet, on était 3, et la fin, on est arrivé à quasiment 15 partenaires différents. Et on n'est pas... en termes de méthode, on a fonctionné en forme de spirale, c'est-à-dire que au fur et à mesure du temps, on agglomérait des nouveaux partenaires et ça s'est finalement bien passé. Alors que, en termes de conduite de projet, on pouvait se dire, on part tous ensemble en même temps. Mais non, finalement, là, la démarche, elle a réussi parce qu'on a associé, on est allé chercher les bonnes compétences au bon endroit. Et c'est intéressant parce qu'en fait, du coup, quand la Fondation de France et puis Relier nous a interrogés sur notre rôle, on s'est rendu compte qu'on avait assemblé des compétences. Et qu'au final... moi et puis l'équipe avec les bénévoles, les administrateurs, avec Marc Pouvreau là, qui est dans la salle, là, qui a suivi le projet, finalement on n'est absolument pas compétent à intervenir dans l'habitat, en plus l'habitat social. Ce n'est pas notre formation, ce n'est pas notre expérience. Mais en fait, c'est simplement la posture qu'on a pu adopter qui a permis d'assembler tout un tas de compétences autour de l'intérêt général et puis vraiment de débattre de cet intérêt général dans un milieu qui n'est pas forcément... spontanément avec avec ce souci-là. C'est vrai qu'il y a une volonté, y compris du bailleur, de loger des gens décemment, mais alors quid des écomatériaux, des énergies renouvelables, c'est pas forcément ça la question. Et nous, en fait, on a mis ce débat-là au cœur des échanges, en essayant à la fois d'accompagner l'ensemble des acteurs, sachant qu'on dit tous on accompagne, mais en fait, quand on accompagne, il y a différentes postures. Des fois, alors accompagner, c'est dire à quelqu'un il faut aller là. Des fois, c'est faire avec, c'est l'accompagner à ses côtés ou être juste derrière. C'est le protéger. Des fois, c'est simplement l'interroger. Enfin, c'est différentes postures à différents moments du projet qui sont... qui après coup, on s'en est rendu compte, qu'on n'avait pas cette même posture-là. Je ne sais pas si vous l'avez dit, un chantier d'insertion qui a participé aussi à la réhabilitation. Alors, sur le chantier, en fait, les habitants, malheureusement, n'ont pas pu intervenir. Parce qu'effectivement, Patrick le disait sur la table ronde précédente, 123 logements, c'est quasiment impossible de faire intervenir des habitants. Parce que c'est des sociétés, de grosses sociétés qui sont de grosses sociétés, pas non plus des multinationales, mais c'est des sociétés locales qui ont fait intervenir jusqu'à 40 salariés au même moment. C'est des échafaudages. Et c'est vrai qu'à travers tout le projet, on s'est toujours posé la question à quel moment on pourrait faire intervenir les habitants dans la démarche, parce que faire ensemble, c'est quand même c'est très important pour créer du lien, montrer qu'on peut agir sur la réalité, même si c'est minime. Laurent l'a bien présenté avec son projet dans la première table ronde. Et sur ce type de logement, de réhabilitation, c'est très compliqué parce que ça fait appel à des techniques et puis aussi un niveau de sécurité important. Donc en fait, le faire ensemble, il s'est plus traduit chez nous à travers le lien social,
la façon dont les habitants ont pu évoquer la mémoire du quartier, puisqu'on les a fait travailler sur une carte sensible. Et c'est plutôt à travers ce niveau-là que ça s'est traduit, en fait. Alors, comme j'insistais en ouverture sur, donc, puisque c'est le sujet de la table ronde sur les compétences, les révélateurs de compétences, il y a des compétences professionnelles du secteur du bâtiment, il y a des compétences aussi participatives qu'on va découvrir, citoyennes, des habitants, des bénéficiaires, qu'ils participent directement ou non au chantier de réhabilitation, de construction, et puis il y a des compétences politiques aussi. Alors vous faites la passerelle, le pont entre tous ces acteurs. Les responsables, les pouvoirs publics ont joué quel jeu sur la réhabilitation de l'Annester ? Alors, il y a eu plusieurs acteurs politiques à intervenir. Il y avait la ville, évidemment, qui était déjà dans le cadre d'un échange avec la société Spacil. Et puis, bon, il y avait un jeu assez classique de, je voudrais, entre la ville qui cherche à avoir des logements de qualité pour ses habitants, puis le bailleur qui espère avoir les faveurs de la ville pour construire de nouveaux logements. Donc là, il y avait un duo dans lequel on est intervenu pour mettre la barre la plus haute, sachant qu'on s'était mis nous-mêmes la pression parce qu'on était soutenu par la Fondation de France qui nous obligeait, moralement en fait, à aller le plus loin possible. Et du coup, ça nous a obligés à pousser les barrières dans tous les sens du terme. Et c'est vrai que, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est passé de 2,4 à 3,2 millions d'euros. C'est un investissement, on a fait les calculs, qui sera amorti sur 110 ans par le bailleur. Donc autant vous dire que dans 110 ans, les bâtiments ne seront plus là. Les habitants et moi non plus. Et du coup, on a quand même provoqué de l'innovation, on a fait bouger les lignes, mais ça n'a pas forcément été tout le temps au goût du bailleur. Et d'ailleurs, à un moment, on s'est défini on nous demandait qu'est-ce qu'on était, et on s'est défini comme insistance à maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que voilà. Et ça n'a pas toujours été très simple, voilà. Mais parce qu'on était au titre de l'intérêt général, que nous, on n'avait aucun intérêt particulier dans cette affaire-là, on a voulu amener l'opération le plus loin possible. Je signale au passage qu'il y a un bailleur social extraordinaire qui s'appelle le Toit Vosgien, qui a créé à Saint-Dié-des-Vosges, je crois que c'est le record européen d'un bâtiment caisson paille à ossature bois, de 8 étages. Il y a 21 logements sociaux dedans, une qualité extraordinaire, autant dans la façon de l'extérieur, le visage, le profil de ce bâtiment, que la qualité de logement. Donc c'est à Saint-Dié-des-Vosges, la capitale de la géographie maintenant, que ce bailleur social a créé. Je crois que c'est le premier, le plus haut d'Europe jusqu'à présent. Tous les bailleurs sociaux ne se ressemblent pas, évidemment. Julien Claes, il y avait un autre problème, sont les terres de liens, rappel de terres de liens. Il y a une foncière, des salariés, 60 salariés, des bénévoles, et via un financement participatif et des souscriptions, la possibilité d'acquérir des terrains qui sont destinés à des activités agricoles raisonnables, mais très biologiques la plupart du temps, et qui font partie de la production de proximité, des courts-circuits. Le handicap, c'est qu'en général, vous installez vous aidez à l'installation de jeunes paysans qui n'ont pas toujours les moyens de rénover leur bâtiment. Oui, alors, donc une foncière et une fondation. Et une fondation. Voilà. Donc, Terre de Liens, c'est 2 propriétaires. Donc, nous, dans l'expérimentation, on avait une position de maître d'ouvrage, puisqu'on est propriétaire. Soit par acquisition, soit par réception de legs ou de dons, en fonction de la nature du propriétaire, le foncier ou la fondation. On est propriétaire de fermes et donc de logements. Et donc l'idée, c'est grâce au soutien de la Fondation de France, de définir une politique de gestion de patrimoine et de regarder quelle doit être la meilleure façon de rénover des logements pour ces paysans qui s'installent avec leur sur participation. Les terres. Alors, plus qu'avec leur participation, parce que finalement, on achète des terres et des fermes
uniquement parce que c'est des paysans qui sont en recherche foncière et qui viennent frapper à notre porte en nous disant « j'ai repéré une ferme, elle m'intéresse, j'ai pas les moyens d'acheter, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?» Donc ça, il y a une petite particularité, c'est-à-dire qu'on travaille avec des locataires qui sont déjà dans une dynamique où de vraiment d'être en mouvement. Et ça, c'est assez particulier. Donc voilà. Et après, ça nous met aussi une pression dans la réhabilitation parce que on a des locataires qui sont extrêmement, qui sont des vrais partenaires et donc qui ont beaucoup de répondants aussi. La plupart, parce que on l'a vu ce matin à la première table ronde, toutes les situations sont très différentes. Mais donc, en effet, la participation telle que nous, on l'a inscrit grâce à l'expérimentation de la Fondation de France, c'est de dire, voilà, on a dans tout le processus de réhabilitation d'un logement, on est plusieurs partenaires. On a la maîtrise d'ouvrage, bien sûr, et puis les paysans, c'est-à-dire que dans les projets, avec nos locataires, on fait le diagnostic. On fait le diagnostic de ce qui va et de ce qui ne va pas dans les fermes. Et le plus en amont possible, maintenant, dès l'acquisition du bien, en fait, on travaille avec le paysan sur le diagnostic des terres, des bâtiments agricoles, mais aussi du logement. Et beaucoup du logement. On travaille avec les locataires sur la programmation, donc à la fois la programmation technique, mais aussi la programmation spatiale. Il faut dire qu'en France, il y a les 2/3 des paysans qui sont logés dans des logements d'avant 1948. Donc on travaille sur la Terre de Liens, je pense que c'est 80 ou 90% de nos logements qui sont du logement ancien. En plus, on achète des fermes qui en général, la plupart du temps, sont dans un état moyen. Donc voilà, on travaille vraiment sur du bâti ancien, la plupart du temps dégradé, et puis aussi qui ne répondent pas forcément à des organisations spatiales cohérentes par rapport à la vie d'un foyer. Donc on travaille avec les paysans sur le diagnostic, la programmation technique, spatiale, sur le choix des entreprises. Et notamment, on se fait accompagner par des maîtres d'œuvre ou des assistants maîtres d'ouvrage, et notamment, y compris sur le choix des entreprises, du maître d'œuvre et de la personne qui va accompagner. C'est important d'aller dans les réseaux, en fait. Et finalement, c'est en général le paysan qui a les bons réseaux. Enfin, il porte son nom, paysan, c'est l'homme du pays, donc voilà. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu que là où on pouvait se planter sur des opérations, où c'était pas fluide avec les entreprises, on l'a vu ce matin, enfin, une question de confiance, en fait. On forme une équipe, et c'est parce que peut-être que on s'était trompé sur la bonne personne ou la bonne coordination, parce que et peut-être qu'en fait on n'avait pas interrogé le paysan au bon moment sur avec qui il avait envie de travailler. Donc voilà, frayer dans les réseaux existants, c'est aussi ce que nous demandait la Fondation de France, c'est-à-dire s'appuyer sur les dynamiques locales, et ça vaut aussi pour les bons maîtres d'œuvre qui connaissent les matériaux locaux et autres. Voilà. Alors si vous permettez, je vais trahir un secret parce que ça va bien résumer les choses peut-être. C'est que quand on s'est parlé, vous m'avez dit, là j'ai mis Terre de Liens entre parenthèses, parce que cette expérience sur plusieurs années m'a épuisé. Oui, on l'a vu. Parce que les choses ne sont pas aussi simples que ça. On est dans un espace rural, on a peu d'outils sous la main, de compétences, il faut aller les chercher un peu plus loin, de temps, de moyens. On est dans le monde de l'économie sociale et solidaire, donc il y a peu de moyens, il y a beaucoup de débrouilles. Nous, à Terre de Liens, on a une dynamique nationale. Donc voilà, il faut la soutenir aussi. Le propos, c'est le plus souvent possible d'aller quand même d'aller sur les fermes. Donc c'est aussi épuisant. On a 100 fermes sur toutes les régions. Mais ce qui est surtout important, c'est que
de la participation chez nous, et notamment dans le programme Ecohabitat, elle est soutenue par des bénévoles. Et j'aurais sûrement pas tenu 3 ans si il n'y avait pas eu en plus tous ces bénévoles. Et donc on est vraiment voilà, on essaye de développer, en fait, le principe c'était vraiment d'essayer de développer et d'instituer dans notre politique de gestion de patrimoine la participation comme une clé. Et je dis bien instituer et pas institutionnaliser. C'était au début, moi je suis un bon soldat, et donc j'ai eu la feuille de route de la Fondation de France et je me suis dit, bon, allez, on va faire du chantier participatif à chaque fois et tout ça. Et en fait, non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est un outil, c'est une méthode, c'est une proposition, en fait. Et l'idée, c'est d'arriver à construire le cadre de cette proposition de l'autoconstruction et de la participation, à la fois avec des locataires paysans et à la fois avec des bénévoles de ce que nous on appelle les groupes locaux. En fait, autour des fermes, on a des groupes locaux. Et donc, on a plein de gens qui ont du temps, qui ont aussi des moyens, parce qu'on a des gens qui font à proximité, qui font des dons pour soutenir les modèles économiques des fermes. Et donc voilà, l'idée, c'est d'arriver par une posture de maître d'ouvrage, en disant, dans les façons de faire de réhabilitation de nos logements, on introduit l'autoconstruction, l'autoréhab. La question des assurances, c'est une vraie question, mais finalement, est-ce que c'en est une, quoi. Et nous, très clairement, on a fait le choix, c'est-à-dire qu'il y a plein de fois où on lance des chantiers, on n'a pas de décennale, et on s'en fout, en fait. Et on s'en fout parce qu'on est aussi en réseau de confiance. Et on l'a évoqué ce matin, mais à partir du moment où on pense qu'on a bien sélectionné l'entreprise, qu'elle est connue dans le coin, que le gars, on a confiance en lui, qu'il fait preuve de savoir-faire, et qu'avec les locataires, ça fonctionne bien aussi, bon, ben voilà, quels sont les risques sur des enduits ou c'est pas grave. Alors, l'expérience menée par Terre des Liens vous parle, Vincent, parce que Relier concerné au premier chef. D'abord, peut-être un petit rappel sur les fonctions, les missions de Relier, parce que j'ai résumé en parlant donc du réseau d'expérimentation et de liaison des initiatives en espace rural qui permet de définir Relier plus précisément. Oui, alors Terre de Liens nous parle forcément parce que Terre de Liens est un des bébés de Relier. On pourrait dire que Relier était la mère gestatrice de Terre de Liens dans les années 90 sur la question de l'accès au foncier. Et Relier, comme vous l'avez rappelé, est né en 84 d'un constat, c'est l'arrivée à la campagne de personnes qui ne sont pas du milieu dans lequel elles arrivent, qui veulent créer leur activité agricole et rurale et qui vont rencontrer des difficultés en termes d'accueil. Ce sont des étrangers qui arrivent à la campagne dans ces territoires, donc il y a une notion d'accueil qui a été travaillée. La notion d'accompagnement, j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est un terme qui a été beaucoup utilisé ce matin. Et puis l'accès au foncier, qui a été un des points de blocage qu'on a repéré pour ces personnes qui arrivaient à la campagne, qui voulaient s'installer agriculteurs ou paysans et qui n'avaient pas accès à ce foncier pour des raisons financières, sociales, territoriales, qui ne sont pas du milieu dans lequel elles arrivaient. Donc de grosses difficultés à pouvoir trouver ou avoir accès à leur outil de travail, à leur outil pour vivre. Et du coup, la naissance de Terre de Liens. Je n'irai pas plus loin pour l'instant là-dessus. Et la fonction de Relier, ça... Je sais pas, on parle souvent je regarde Raphaël ou certains administrateurs de Relier dans la salle, mais c'est un laboratoire d'idées, c'est-à-dire que c'est une structure qui, entre 1984 et encore aujourd'hui, a travaillé dans l'ombre, on va dire, avec différents acteurs qu'elle met autour de la table, des chercheurs, des animateurs du milieu rural, et puis les personnes concernées, c'est-à-dire que dans notre pratique, ce qu'on appelle ces néo-ruraux, alors vous savez, on les appelle aussi les hippies, les Pink Floyd, les barbus, alors je me suis mal rasé ce matin, c'est pas pour ça, mais on a mis toujours ces personnes concernées autour de la table et ce mélange, cette animation de ce mélange est un savoir-faire de Relier pour pouvoir créer de l'innovation, en tout cas être
dans la créativité. Et toujours dans un aspect, alors j'ai bien aimé Monsieur Caron ce matin quand il dit désobéir, parce que nous on est nés de peuple et culture. Alors ça parle sûrement à certains. Je vais sûrement dire un gros mot, mais là dans le cadre de cet atelier sur, de cette table ronde sur les révélateurs de compétences, nous on est dans cette culture de ce qu'on appelle l'éducation populaire. Alors ça fait vieux jeu aujourd'hui de parler d'éducation populaire, mais on est vraiment sur ces questions-là et sur des questions de donner aux personnes, là aux habitants, en l'occurrence dans le cadre de cette expérimentation, la capacité de comprendre, de mesurer les enjeux et de pouvoir aussi mesurer, là j'entends Julien sur l'assurance, mais de mesurer la prise de risque. Parce que forcément on est toujours dans une prise de risque dans le cadre d'une expérimentation et dans le cadre d'une innovation sociale comme celle de l'expérimentation de la Fondation de France. Notre rôle, moi j'ai eu la chance et je remercie, là il y a 3 présidents du comité Habitat ou Éco-Habitat, mais Michel Méry qui est à l'initiative et avec qui on a travaillé au début, Claude Chigot qui a accompagné aussi à un moment donné, Christian, vous l'avez vu ce matin, et puis Rémi Gérard, où on a vraiment, qui ont été, et le comité Éco-Habitat qui a été en soutien. Donc moi mon rôle ça a été de réunir ce comité Éco-Habitat régulièrement, de faire en sorte qu'on travaille ensemble. Et je remercie beaucoup la Fondation de France, que ce soit Patrice, Thierry, je ne vais pas dire tous les noms, Martine, etc., parce que ça a été une chance de pouvoir concrétiser tout un travail qu'on faisait au sein de Relier aussi, c'est-à-dire que quand on a eu fini de travailler sur l'accès au foncier qui a donné naissance à Terre de Liens, on a travaillé sur l'accès à l'habitat et au logement en milieu rural. Et il y a un truc qui m'a frappé entre 2006 et 2010-11, avant que je travaille sur cette expérimentation, c'est la différence entre habiter et se loger. Je vous laisse avec cette interrogation parce que c'est quelque chose qui ressort des échanges qu'on a pu avoir déjà ce matin, et aborder l'habitat par l'habitant. C'est-à-dire qu'on est bien dans remettre l'habitant au cœur de nos questionnements, sans angélisme, parce qu'on en a beaucoup parlé avec les opérateurs. Ça a été de les réunir, ces opérateurs, régulièrement avec la Fondation de France, donc de mettre aussi autour de la table les opérateurs, les gens de la Fondation de France, les bénévoles, les salariés, et puis aussi les habitants. Et aussi dans un contexte, et Christian dans son introduction l'a un peu abordé, ou en tout cas on est tous habitants ou habitantes. Et c'est important de se mettre sur ce niveau-là, et je sais que je me souviens d'une des premières fois où on s'est rencontrés avec les opérateurs, on s'est positionné comme ça, on a demandé à ce que les opérateurs se positionnent comme ça, parce que ça change tout de suite ce rapport de domination qu'on a souvent avec les services sociaux, avec les services du logement, on en a encore entendu parler ce matin. Un autre des rôles, ça a été d'évaluer qualitativement. On a fait des bilans régulièrement, on a fait le tour des projets. Moi, j'ai eu la chance, et vraiment, c'était une chance d'aller dans tous les coins de la France voir Julien, Marc, aller voir Julien, aller voir des habitants, aller dans le PNR du Cotentin. Alors malheureusement, l'été, j'ai jamais été l'hiver et vu toute cette eau qui arrive dans le PNR, comme on a pu le voir dans le film, et de pouvoir entendre, écouter, et puis faire un retour auprès de la Fondation de France sur les difficultés que pouvaient rencontrer les opérateurs. Voilà notre rôle, rapidement. Ouais. Alors Vincent, une petite question avant que Thierry Ménissier apporte des éclaircissements sur la situation, le regard que le philosophe peut porter sur ces nouveaux engagements participatifs citoyens. On parle d'expérimentation avec Relier. Vous avez une vision globale maintenant de tous les projets qui ont été menés à bien ou pas complètement. Et j'ai entendu dire à chaque fois, une plainte qui revenait à chaque fois, c'est nous en sommes toujours au stade de l'expérimentation. Quand pourrons-nous créer un modèle, un véritable modèle utilisable, une boîte à outils dont chacun pourra s'emparer pour l'appliquer à son territoire? Vaste question. Je pense que il y a encore, dans accompagnement, j'ai essayé de définir accompagnement par rapport à ça, parce que moi j'étais dans une phase d'accompagnement. Accompagnement, c'est partager le pain sur le chemin. Il y a une notion de durée qui est importante. Et on l'a vu dans l'ensemble des expériences dont on va parler aujourd'hui ou dont on a parlé ce matin, il y a un besoin de temps. Après, il y a un besoin de... Alors je vais revenir sur ce terme d'assistance. Alors tu parles d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Moi j'ai souvent utilisé le terme, et avec le comité, alors c'est des discussions, mais d'assistance à maîtrise d'usage. C'est-à-dire de faire reconnaître un nouveau métier pour moi, ou alors c'est un ancien métier à remettre à l'ordre du jour, qui est l'assistance à maîtrise d'usage. Et dans cette assistance à maîtrise d'usage, il y a bien cette notion d'accompagnement où il y a besoin de temps,
mais il y a aussi une notion de distance, c'est-à-dire qu'il y a un tiers, une personne tierce, ça peut être Julien, ça peut être Julien, ça peut être Denis ou Laurent ce matin, il y a bien un tiers actif, un tiers témoin actif des intérêts des habitants qui va fonder et entretenir le lien avec les professionnels, avec les chantiers d'entraide, il va être là avec de la distance, mais en même temps, cette notion d'être habitant, c'est aussi de comprendre ce que vit l'habitant avec lequel on va travailler, c'est-à-dire être en empathie. Donc il y a cet équilibre entre les trois, là, la durée, la distance et l'empathie. Et je pense que ça, c'est un métier qui doit s'apprendre, qui peut s'apprendre, où on peut former les gens. Et je pense que ça passera par là. Et on a la chance aujourd'hui, alors c'est un appel du pied à la Fondation de France, j'en profite là, mais on a la chance d'avoir un réseau que moi j'ai pu animer avec une quinzaine d'opérateurs qui ont fait des opérations exemplaires, qui ont essuyé des plâtres, c'est le cas de le dire, et qui peuvent, Christian l'a employé, mais devenir une communauté apprenante, c'est-à-dire sous forme de compagnonnage ou de je ne sais pas comment, mais en tout cas être les ferments d'une formation pour d'autres opérateurs qui ont envie de se lancer sur ce type d'action pour essaimer, pour répondre à la question, c'est-à-dire pour développer ce type d'intervention. Et autre chose, c'est la question de l'autonomie. Alors, parce que quand sous-entendu dans la question de l'expérimentation, il y a l'histoire des financements. Et aujourd'hui, effectivement, on a du mal, et je pense qu'on a été en carence dans les études économiques. On l'a entendu avec Laurent ce matin sur les externalités positives. Je pense qu'il y a un travail à faire pour montrer que ça a un intérêt économique très fort, au-delà d'un intérêt social qu'on mesure tous en écoutant les gens. Mais il y a un intérêt économique très fort. Et je pense que là, il y a un vrai travail. Alors je sais que Patrick, on a un petit peu parlé avec le pacte Aveyron, mais c'est des choses très très importantes qu'il faut qu'on défende pour pouvoir aller plus loin et passer de l'expérimentation à une massification, ce dont rêvait Michel Méry toujours quand on a commencé ce travail ensemble en 2010. Et autre chose d'important aussi, c'est la question de l'artisan. Je pense qu'aussi pour aller vers la massification, on en a un petit peu parlé, mais on l'a vu à travers le film, l'artisan formateur. On a vu les limites dans l'autoréhab accompagné des artisans, je pense à la CAPEB qui est intervenue sur la plupart des projets pourtant, mais de concurrence, parce que et en fait, on se rend bien compte que c'est une chance en fait pour les artisans. Dans la plupart des expériences, les artisans, ils interviennent. Et moi, je parle d'artisans formateurs, mais ça veut dire qu'il faut former aussi les artisans, à la fois sur des questions de technique et d'écomatériaux, mais aussi sur des questions d'accompagnement des ménages avec lesquels ils vont travailler. Donc ça, c'est aussi un gage de massification. Cette double compétence sociale et technique, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il faut aussi que cette double compétence elle soit reconnue par les autres acteurs. C'est essentiel que cette double compétence soit reconnue, et je pense aux élus. On a eu la chance d'avoir M. Caron tout à l'heure, mais il y a d'autres élus qui sont intervenus. C'est grâce à leur reconnaissance que l'activité a pu avoir lieu. Je pense à l'expérience du pôle énergie, Info Énergie en Ardèche, pour ne pas le nommer, mais avant, il y avait une autre association qui intervenait sur l'expérimentation. Pardon, je vais respirer. Parce qu'il faut respirer, il faut que la maison respire, les gens qui respirent, tout ça. Et du coup, ouvrez les fenêtres. Ça, j'ai appris ça avec Christian. Et du coup, le pôle énergie, avant, c'était une autre association qui n'était pas reconnue sur le territoire et qui a eu beaucoup de mal à développer l'activité. Une fois qu'on est passé, et du coup, qui a arrêté, et moi, j'ai travaillé avec le pôle énergie, j'avais la chance de connaître son directeur, et de pouvoir faire la transmission, et l'association qui a arrêté a été très facilitatrice là-dedans, et on a transmis au pôle énergie, qui, elle, avait une reconnaissance sur le territoire. Et ça a permis de développer l'activité. Sinon, ça aurait été très, très compliqué. J'aurais plein d'autres choses à dire, mais je ne sais pas si on a le temps. Pour l'instant, non. Non, c'est ça. Hein. Non. Je vais vous laisser respirer profondément. Thierry Ménissier, vous voyez sur la base de l'expérience des projets soutenus par la Fondation autour de l'éco-habitat, de la coopération, un programme de société en gestation, une petite réaction dans le malaise. Comment vous voyez, vous, ces modifications, ces transformations actuelles ? On a combien de temps là ? 4 minutes et 25 secondes. Non, je voudrais d'abord évoquer la position de parole qui est la mienne, qui n'est pas évidente, en fonction d'une sorte de requalification des termes. Alors, il a été dit philosophie, pensée, université, autant de grands mots. Alors moi, mon métier, c'est professeur. Ce qu'on peut appeler ma vocation, c'est philosophe. Alors, c'est-à-dire penser, tout le monde pense ici, j'en suis persuadé. La pensée philosophique, c'est le fait d'être sensible aux paradoxes et si on veut vivre comme un philosophe, il faut les assumer.
Alors moi, je commencerai par un double paradoxe qui est très rapide. Moi, je suis professeur de philosophie politique, mais en fonction de votre horizon d'attente de la philosophie, j'ai l'habitude, vous allez voir, vous risquez d'être déçu parce que je suis professeur de philosophie politique dans un master management de l'innovation que j'ai créé avec des collègues, un master management de l'innovation dans un IAE, un institut d'administration des entreprises, qui vise à faire pratiquer le management de l'innovation à des promotions d'étudiants en formation initiale et continue, pluridisciplinaires, avec un collectif, donc c'est moi qui l'encadre, pluridisciplinaire lui-même. Donc manager l'innovation, pour un philosophe, c'est assez étrange, et c'est le deuxième paradoxe. Je me méfie beaucoup de la position en surplomb de la philosophie. Moi, je la pratique par de la philosophie publique, mais aussi par mon engagement en tant que professeur, en tant que responsable de master, et notamment par une expérimentation qui s'appelle le Labo des possibles, où on invite des collectivités, des industriels à nous passer commande d'une étude d'innovation, et, si j'ose dire, les mains dans le cambouis, avec les étudiants, on crée un Labo des possibles, un atelier où, par l'action, finalement, on apporte des solutions innovantes, des hypothèses parfois très divergentes, après au commanditaire d'en faire ce qu'il en veut. Vous voyez, une dimension qui reformule, disons, ce qu'apporte l'enseignement supérieur, non pas en termes de savoir, bon, il y a les laboratoires pour ça, moi je suis membre d'un laboratoire, mais en termes de compétences, justement. Et aujourd'hui, on parle de partage des compétences. Et vous voyez, je crois que moi, ce que j'entends depuis ce matin, ce sont des termes, disons, qui concernent la dimension de la théorie politique, l'intérêt général dont vous avez parlé, mais aussi des dimensions sociales et économiques alternatives par rapport au monde industriel, par exemple, au type d'emploi habituel. Et je suis très sensible à ça, notamment dans le film qu'on a vu, qui est vraiment formidable, que j'ai mis en réseau enfin, j'ai tweeté, je ne vais pas faire de pub pour les réseaux, mais j'ai envoyé ce film pour qu'on le voit. Il est euphorisant, je trouve, parce qu'il montre comment, dans un contexte de crise de l'activité salariale, l'activité professionnelle, il y a des gens qui, finalement, bénéficient d'une transmission de savoir-faire et d'une incapacitation dont il a été fait état tout à l'heure, qui permet effectivement une expérimentation de type politique. Alors, Philippe, vous parliez du rapport entre les expériences, qui renvoient évidemment à elles-mêmes, et le modèle. Je pense que le maillage entre les deux peut se faire par la diffusion, et par exemple, la toile peut nous aider pour ça. Le partage d'expériences, il y a des tas de tutoriels qui circulent. Il y a aussi le fait que si on laisse une trace, peut-être grâce à l'université dans ces conditions, en publiant, en écrivant sur, on peut peut-être arriver, peut-être pas à une méthode, mais en tout cas, à chaque fois, à faire que les gens disent « mais je peux le faire aussi ». Je suis sensible depuis tout à l'heure, et en général, moi je suis sensible aux résistances à l'innovation. Dans l'écosystème grenoblois d'innovation, l'innovation, elle est très, d'où je viens, où je pratique, elle est très souvent technologique. Moi, j'essaie de montrer que ce sont les usages et les représentations mentales qui, souvent, permettent l'adoption de l'innovation, mais aussi font résistance, font verrou parfois. Et je crois que ce qui est formidable dans le partage des expériences, c'est de faire prendre conscience à différents acteurs, depuis tout à l'heure on le dit, la première table ronde aussi, des acteurs qui sont loin de la dimension sociopolitique de l'innovation, prendre conscience qu'ils peuvent apporter quelque chose. Et pourquoi pas demain, les entreprises industrielles. Alors quel intérêt elles y trouveraient, c'est à redéfinir, mais il y a une communauté d'acteurs, je crois fondamentalement aux intentions divergentes, voire aux intérêts franchement non convergents, qui peuvent trouver à s'associer. Et je pense que l'initiative d'aujourd'hui est formidable, de pouvoir permettre aux acteurs d'échanger, mais aussi de commencer à se dire, voilà, on va publier, on va mettre ça, on va afficher ça avec un travail de documentation, de partage d'expériences, de bonnes pratiques. Et je trouve que, oui, on réinvente la politique, oui. On réinvente la démocratie. Là encore, c'est un mot, Philippe, c'est un grand mot. Tout à l'heure, il a été dit une chose, on a parlé en aparté, avant de venir, la distinction entre instituer et institutionnaliser. Alors, moi, je rebondis. Je pense qu'un des faits importants qu'il faut constater, c'est que les expériences dont il fait question ici, ces différentes pratiques, elles s'autorisent d'elles-mêmes. A priori, elles n'ont pas besoin d'un modèle pour réinventer la démocratie. Elles sont démocratiques. D'un autre côté, il se trouve que la démocratie, elle a été conçue dans notre pays, dans notre ère de civilisation, dans un contexte très fortement institutionnel, sous le modèle de la République. Ce modèle de la République, c'est un modèle d'institution. Et c'est effectivement un de mes thèmes de recherche et de publication. Ces institutions, elles sont héritées de l'époque moderne et elles tendent à se scléroser, elles veulent se renouveler, mais c'est très difficile. Et donc, qu'est-ce qui fait institution aujourd'hui ?
sachant que parfois, l'institution avec un grand I peut faire problème sur le terrain. Donc, qu'est-ce qui fait institution ? Moi, j'évoque, je pratique ainsi, si vous voulez, la possibilité, quand on crée une expérience forte sur le plan humain, sur le plan de l'invention des compétences partagées, à un moment donné, l'écriture d'une charte. On fait institution sans institutionnaliser. On crée, si vous voulez, un jeu d'acteurs un peu fictif où chacun se reconnaît. On peut jouer des rôles et les identifier. Et je crois que, effectivement, la démocratie se réinvente et on va vers quelque chose qui est sans doute plus solide que la seule expérience. Il y a une trace, une mémoire, il y a du symbole qui s'échange. Voilà. Alors, vous voyez, donc, dans ce contexte, le vrai problème, c'est aussi la redéfinition, mais ça nous emmènerait très loin, de l'échelle de la démocratie. Les chantiers qu'on voit sont des expériences démocratiques. Quelle est la véritable échelle aujourd'hui de la démocratie ? Moi, je n'ai pas la réponse.